Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle exploration visuelle. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable miracle de la biologie, la physiologie de la femelle gestante. L'idée, c'est de faire un voyage chronologique absolument fascinant, depuis la toute première seconde où deux gamètes se rencontrent jusqu'au grand moment de la naissance. Et on va vite s'en rendre compte, chaque petite étape est d'une précision chirurgicale. Mais bon, avant de se plonger dans les détails cellulaires microscopiques, posons-nous une question toute simple. Ça dure combien de temps, en fait, une gestation animale? On a souvent tendance à penser qu'il y a une sorte de norme universelle pour les mammifères. Eh bien, pas du tout. La nature est beaucoup plus créative que ça. Les variations d'une espèce à l'autre sont juste incroyables, et c'est exactement ce que notre analyse va mettre en lumière. Voici donc notre plan de route pour aujourd'hui. On va décortiquer 5 grandes étapes. D'abord la fécondation et l'insémination, ensuite la survie de l'embryon, puis la fameuse implantation. On regardera de très près les annexes et le placenta, pour finir sur le déroulement global de la gestation. Un vrai programme pas à pas. Commençons tout de suite avec notre première grande étape, la fécondation et l'insémination. Alors, tout commence dans une petite zone appelée l'ampoule de l'oviducte. C'est là que la magie opère quand le gamète mâle fusionne avec le gamète femelle. Pour amener la semence jusque-là, la nature a prévu l'accouplement naturel. Mais aujourd'hui, on utilise aussi énormément l'insémination artificielle, l'IA. Pourquoi? Parce que ça offre un contrôle sanitaire vraiment strict et ça évite de transporter les animaux sur des kilomètres. Par contre, il faut bien avouer que ça impose de grosses contraintes logistiques aux éleveurs. Ça demande une sacrée maîtrise technique, notamment pour synchroniser les chaleurs à la perfection. D'ailleurs, il ne faut pas croire que l'insémination, c'est juste le dépôt final de la semence. Pas du tout. C'est toute une succession d'étapes hyper rigoureuses en amont. Il y a la récolte du sperme, puis un contrôle qualité très poussé, la dilution et enfin la conservation. C'est littéralement une chaîne de survie. Si on rate une seule de ces étapes, les gamètes ne survivront pas. Une fois la semence déposée, c'est le top départ pour une véritable course contre la montre cellulaire. Les spermatozoïdes doivent remonter jusqu'à l'ampoule. Et attention, le chronomètre n'est pas le même pour tout le monde. Chez les ruminants, c'est un marathon qui prend au moins 8 heures, alors que chez la truie, c'est plutôt un sprint. L'affaire est pliée en 5 à 6 heures. C'est quand même une prouesse de motricité fascinante. On avance dans le temps pour arriver à notre deuxième chapitre, la survie de l'embryon, et plus particulièrement, la phase très délicate de la progestation. Si on se rappelle la question du début sur la durée de la gestation, regardons un peu ces données. Les extrêmes sont spectaculaires. D'un côté, on a la lapine, avec une gestation éclair de seulement 31 jours. Et à l'autre bout du spectre, la jument, qui porte son poulain pendant pas moins de 338 jours. Les ruminants, eux, sont un peu au milieu. 286 jours pour la vache et environ 150 jours pour la brebis et la chèvre. Bref, selon l'espèce, le calendrier biologique est complètement bouleversé. Mais s'il y a bien un chiffre à retenir dans tout ça, c'est le 114. 114 jours, c'est la durée exacte de la gestation chez la truie. Et pourquoi c'est génial? Parce que ça correspond très précisément à 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Une symétrie parfaite de la nature et un moyen mnémotechnique en or massif. Revenons à la biologie pure. Pour comprendre comment le tout jeune embryon survit, il faut parler de la progestation. C'est une fenêtre de temps critique qui va de la fécondation jusqu'au moment où l'embryon s'implante vraiment dans l'utérus. Le truc fou, c'est que pendant cette phase, l'embryon flotte librement. Il n'est attaché à rien du tout. Du coup, pour se nourrir, il dépend à 100% des sécrétions de l'utérus de sa mère. Ce milieu doit être régulé au millimètre près par des hormones pour que l'utérus reste parfaitement calme. Là, on peut légitimement se demander comment le corps maternel sait-il que l'embryon est là, puisqu'il n'est même pas encore attaché. Eh bien, il s'envoie des textos chimiques. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance maternelle de la gestation. L'embryon envoie des signaux pour dire « Hé, je suis là, ne détruis pas le corps jaune qui me maintient en vie ». Chez la truie, c'est carrément ingénieux. Vers le 10e ou 12e jour, l'embryon sécrète de l'œstradiol. Ça va détourner les hormones destructrices de la mère, les fameuses prostaglandines, pour les empêcher d'agir. C'est de la biochimie de haute voltige. Allez, on passe au troisième chapitre, l'implantation et la nidation. C'est l'heure de jeter l'ancre. L'embryon, qui flottait jusqu'ici, va enfin s'attacher. Et là encore, le timing est ultra variable. Pour la lapine, c'est fait en 6 jours et demi. La truie, il lui faut 14 jours et la vache, une vingtaine de jours. Mais prenons la jument. Ça peut prendre entre 38 et 63 jours avant que l'embryon ne s'implante. C'est une attente immense comparée aux autres mammifères. Sur le plan mécanique, cette nidation se fait en 3 grandes étapes. D'abord, on a l'orientation. Le blastocyste se tourne et se place correctement. Ensuite, le contact. Les cellules de l'embryon viennent littéralement toucher celles de l'utérus maternel. Et pour finir, la pénétration. L'embryon va s'ancrer dans les tissus. Et la profondeur de cet ancrage va beaucoup dépendre de l'espèce, ce qui nous amène pile à notre prochain point. Quatrième chapitre, on s'intéresse maintenant aux annexes et aux fameux placentas, les véritables systèmes de survie.
Dès que l'embryon s'implante, il développe une architecture de protection incroyable. On a le chorion, tout à l'extérieur, qui gère les échanges gazeux. À l'intérieur, il y a l'amnios, une poche pleine de liquide où le fœtus flotte en sécurité. Et on trouve aussi l'allantoïde, alors ça c'est fascinant. C'est relié au système urinaire du fœtus et ça peut stocker jusqu'à 15 litres de liquide. C'est d'ailleurs cette poche-là qui seront en premier ce qu'on appelle la perte des os. Sans oublier évidemment le cordon ombilical, l'autoroute sanguine vitale. Et au centre de tout ce système, on a le placenta. C'est le pont absolu entre la mère et le fœtus. En biologie, on le classe selon 2 critères, sa forme et surtout le nombre de couches de cellules qui séparent le sang maternel de celui du petit. En théorie, il y a 3 couches de chaque côté. Mais en pratique, selon la manière dont les tissus s'emboîtent, l'architecture et la perméabilité vont énormément changer d'un animal à l'autre. Ce placenta, c'est une vraie machine multitâche qui assure 3 rôles vitaux. D'abord, le métabolisme. Il ne fait pas que transporter la nourriture, il la transforme. Il peut, par exemple, prendre le glucose maternel et en faire du fructose pour le fœtus. Ensuite, la protection. C'est une barrière sévère, même si elle n'est pas parfaite à 100%, car certains virus peuvent passer. Et enfin, une fonction endocrine. C'est le placenta qui fabrique les hormones pour maintenir tout ce fragile écosystème en place. Et c'est là que l'anatomie devient déterminante pour le moment de la naissance. Si on prend un placenta de type épithéliochorial, comme chez la jument ou la truie, le contact avec l'utérus est assez superficiel. Conséquence, à la naissance, les tissus se détachent facilement, sans hémorragie. Par contre, si on regarde les rongeurs ou les primates, eux ont un placenta hémochorial. Il est profondément enraciné dans la muqueuse maternelle. Du coup, la séparation à la naissance provoque naturellement une hémorragie importante. Une différence de structure qui change absolument tout. Ce qui nous amène à notre 5e et dernier chapitre, le déroulement de la gestation jusqu'à son terme. Si on observe la croissance du fœtus, on remarque tout de suite un truc étonnant. Ça n'a rien de régulier. Pendant les 2 premiers tiers de la gestation, le développement est super lent. Et soudain, dans le tout dernier tiers, boum, c'est l'explosion. La croissance part en flèche sur une courbe exponentielle. Et c'est là qu'on comprend l'enjeu au quotidien. C'est exactement à ce moment-là qu'il faut surveiller de très près la nutrition maternelle, parce que la demande en énergie devient faramineuse. Maintenant, il faut être réaliste, la biologie a aussi ses ratés. Les sources soulignent 3 grands types d'interruptions anormales, classées selon la chronologie. Si la gestation s'arrête tout au début, avant même que l'embryon ne s'implante, on appelle ça la mortalité embryonnaire. Si l'embryon était déjà accroché, on parle d'avortement. Et enfin, si le petit naît avant l'heure prévue, même s'il est viable, il sera considéré comme prématuré. Ça reste un accro dans le calendrier idéal. Ce qui nous amène à une réflexion finale vraiment cruciale. Depuis la complexité de l'insémination jusqu'aux subtilités du placenta, on voit bien que chaque espèce joue sa propre partition. Mais comment la compréhension de toutes ces variations peut-elle nous aider à mieux protéger la santé animale et l'avenir agricole ? Eh bien, maîtriser ces détails n'est pas juste de la théorie de laboratoire. C'est littéralement la clé pour optimiser les élevages, garantir le bien-être de ces femelles gestantes et sécuriser les filières agricoles mondiales. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas ? En tout cas, on espère que cette exploration au cœur de la biologie aura été une découverte aussi fascinante que passionnante. À très vite pour une nouvelle analyse.